Vous, la montagne, est-ce que ça, à titre personnel, ça vous a apporté quelque chose? Ça m'a apporté deux choses. D'abord, l'expérience de la beauté du monde. C'est quand même des endroits parfaitement privilégiés, un peu comme la haute montagne, un peu comme la haute mer, tu vois. D'abord la beauté du monde, et ensuite, en effet, le partage. Pourquoi? Parce que quand même, je crois qu'il n'y a pas de meilleur modèle social que la cordée. Au fond, la corde, pas l'image, mais la réalité même du lien social. Et par conséquent, avec qui on soit encordé, on est responsable de lui, il est responsable de moi. Par conséquent, c'est peut-être le meilleur signe du partage, en effet, qu'on puisse avoir dans nos expériences. Alors la beauté et le partage. Voilà. C'est que la montagne, ça devient un peu réservé aux riches. Est-ce que c'est pour vous une violence? Est-ce que c'est une interrogation? Je crois que le fait qu'elle soit réservée aux riches est assez récent. Parce que finalement, l'alpinisme n'est pas un sport qui a une très haute antiquité. Elle était justement aux pauvres, cette montagne-là, puisqu'elle était aux bergers, qu'elle était aux riverains, qu'elle était aux gens qui habitaient les villages au pied de ces montagnes-là. Mhm. Par conséquent, riches comme pauvres étaient en montagne. Et je crois que l'alpinisme est devenu un peu réservé dès lors qu'on a inventé ce mot et ce sport-là. C'est-à-dire en gros vers le milieu du 19e siècle. Vous voyez. À partir de ce moment-là, en effet, on peut faire de la montagne lorsqu'on peut se payer un guide, comme on dit, vous Oui. voyez, etc. Oui. Est-ce qu'à votre avis, on perd quelque chose dans sa vie si on n'a pas ce contact avec la beauté de la nature en particulier? Écoutez, j'ai l'expérience tout à fait inverse de celle que j'ai dite tout à l'heure, Oui. puisque j'ai vécu assez longtemps aux États-Unis, dans des villes où la laideur était telle, vous voyez, que j'en avais quelquefois la nausée, vous voyez. Mhm. D'ailleurs, le pire, c'est que nous avons importé cette laideur américaine dans nos entrées de ville, vous voyez. C'est vraiment abominable que nos édiles et nos riches aient fait ça, vous voyez. Lorsque les riches étaient des religieux, ils faisaient la cathédrale de Paris. Lorsque les riches sont simplement des riches du commerce, ils font des entrées de ville. Par conséquent, cette laideur-là est vraiment eu un poids dans l'existence très fort et formateur. Tandis que quand on vit dans la beauté, on est aussi formé, mais à l'envers, vous voyez. Et par conséquent, la beauté est éducatrice. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle est éducatrice de l'être humain. Et toutes les courses que j'ai pu faire en montagne m'ont aidé à quelque chose. Mhm. Des courses ou qui ont été dangereuses, ou accidentées, ou dans le mauvais temps, etc. Ou au contraire dans le beau temps, etc. On apprend toujours quelque chose. Il y a pas, c'est pas forcément ponctuel. Évidemment, le jour où vous voyez pour la première fois l'Everest, évidemment, il y a quelque chose là qui vous bouleverse. Mais enfin bon, je crois que c'est quand même à tous les instants qu'on apprend en montagne. Et d'ailleurs, à ce point de vue, au moins rapidement, faire Oui. l'éloge du guide, quand même, qui est probablement le meilleur pédagogue que j'ai jamais rencontré. Il vous apprend à la fois les gestes du corps, la beauté du monde, la morale, le partage et le lien social. Par conséquent, je n'ai jamais rencontré de pédagogue aussi complet, aussi total qu'un guide de haute montagne. Entre le loisir et le pouvoir d'achat, il y a une distance à peu près infinie, vous voyez, bien sûr. Pourquoi? Parce que le loisir, excusez-moi de faire le savant, le savantas, le loisir, ça se disait scolae en grec. D'où est venu le mot école? D'où est venu le mot école? Et pour aller à l'école, il fallait avoir du loisir, vous voyez. Et par conséquent, l'école obligatoire et gratuite n'a rien à voir avec le pouvoir d'achat, puisque précisément, elle est gratuite. Vous voyez. Et l'école, c'est ça le loisir, c'est-à-dire l'éducation elle-même. Vous voyez. Donc le loisir aujourd'hui a pris un autre sens, mais le sens fondamental, c'est celui-là. Et par conséquent, disons que les choses gratuites sont quelquefois plus importantes que les choses qu'on peut acheter. Vous voyez, et je ne peux pas acheter les mathématiques, je ne peux pas acheter la grammaire, je ne peux pas acheter l'histoire. Elle est là, elle est gratuite. Par conséquent, ces choses-là sont hors du pouvoir d'achat. Vous voyez. Voyons, vous avez
une motte de beurre. Et moi, j'ai 4 euros. Alors, je vais vous acheter cette motte de beurre, d'accord? Et avant l'opération, c'est vous qui aviez la motte de beurre et c'est moi qui avais les 4 euros. Et à la fin de l'opération, c'est vous qui avez 4 euros et moi qui ai la motte de beurre. Ce qui veut dire que, après l'échange, les choses sont équivalentes à la personne près. Et c'est ça le pouvoir d'achat. Mais si par hasard, vous avez l'arithmétique, et la manière de faire des additions ou des divisions, et que moi je ne l'ai pas, vous allez me l'enseigner. D'accord? Au début, vous aviez l'arithmétique et moi je ne l'avais pas, et à la fin, vous l'avez, je l'ai, mais vous la gardez. Et par conséquent, vous voyez, la croissance est là. Dans le pouvoir d'achat, il n'y a pas de croissance, il n'y a que des équilibres. Tandis que dans le loisir ou l'école ou l'apprentissage, il y a une croissance extraordinaire. C'est même la seule croissance qu'on puisse définir comme telle. Que tout commence par une expérience de vie partagée pour vous, ou plus par la pensée? Tout commence par une vie partagée, mon cher. Et la preuve, c'est que... ça vous gêne? Tout commence par une vie partagée, puisque j'ai dit que le lien social était réalisé dans la cordée, dans la corde, si vous voulez. La première cordée que je connaisse, moi, c'est la liaison entre la mère et l'enfant. Il faut couper la corde, mais ils sont encordés. Par conséquent, maman et le bébé sont en montagne, sont encordés. Vous voyez. Pour le bonheur de chacun, il faudrait prescrire à tout individu de faire un sommet dans sa vie, alors, si je vous entends bien. De toute façon, si on ne fait pas un sommet dans les Alpes ou en Himalaya, on fait un sommet quelque part dans sa vie. Mais le sommet peut être dans l'amour, le sommet peut être dans la connaissance, le sommet peut être dans l'expérience, etc. On n'est pas obligé de passer par un sommet de montagne. Mais je souhaite à chacun d'être passé par un sommet. Il y a de la violence dans la société à cause de l'injustice, c'est certain. Mais il ne faut pas confondre la violence et l'énergie. C'est la même force et la même puissance qui se développe d'un côté de manière guerrière, si vous voulez, de l'autre côté de manière ouvrière. Et ce qu'il y a de bon dans les activités comme la montagne, c'est que toute votre énergie est polarisée vers une difficulté réelle. Elle n'est pas polarisée vers quelqu'un qui vous empêche de faire quelque chose. Vous voyez. Alors il y a une sorte de décalage ou de transport de la force qui vous habite, de la violence en énergie. Voilà, c'est ça que je dirais pour le dire. La violence contre les hommes, en énergie contre les choses, ou avec les choses. Merci Michel. À vous entendre, on a l'impression qu'il faut faire de la montagne pour être heureux. C'est un chemin de bonheur. Non? J'avais mon guide au bout du fil il y a à peine 3 jours, et je lui disais, je ne peux plus faire de montagne bien entendu, mais je te dois parmi les heures les plus heureuses que j'ai passées dans ma vie.